Historiquement, la collection Netter est probablement l'une des plus importantes collections du début du XXe siècle. Elle fait partie de ces collections mythiques, de ces collections historiques qui ont régulièrement été constituées au début du siècle, au début du XXe siècle à Paris. Beaucoup par des étrangers, souvent, comme les Russes, comme Choukine ou Morozov, mais également Barnes. Et Netter fait partie de ces quelques-unes de grandes collections qui se sont constituées et qui sont restées en France. Mon historique personnel avec la collection Netter est évidemment extrêmement ancestral, il est même familial, puisque en fait mon grand-père travaillait déjà avec Jonas Netter. Donc, mon grand-père, Isaac Rancher, était l'un des derniers peintres qui a travaillé avec le marchand Zborowski. Et comme il travaillait avec le marchand Zborowski, évidemment, il travaillait également avec Jonas Netter. Et l'amitié qui existait entre Jonas Netter et mon grand-père était une amitié très forte, très profonde. Ils ont été dans un climat de confiance et de respect mutuel qui en fait s'est perpétué au niveau de la deuxième génération, entre mes parents et la femme, la veuve de Jonas Netter, puis le fils de Jonas Netter, Gérard Netter, que vous connaissez, avec qui je travaille que je connais depuis que je suis enfant. C'est très difficile de trouver des œuvres précises qui sont les chefs-d'œuvre de la collection Netter. Netter, en fait, a constitué un ensemble d'œuvres majeures de tous les grands peintres de l'école de Paris et également d'un certain nombre d'autres grands peintres qui sont moins connus, mais si vous prenez les œuvres de Derain qui sont dans la collection Netter, vous avez parmi les œuvres les plus importantes de l'histoire du XXe siècle, les œuvres de Modigliani évidemment. Soutine, vous avez un ensemble majeur de Soutine, Utrillo, Valadon, Kissling, tous ces peintres qui ont marqué l'histoire de l'école de Paris, toute l'histoire en fait du début du XXe siècle sur le plan historique à Paris, dans ces endroits où aujourd'hui nous sommes, comme la Rotonde, où tous ces artistes étaient là, présents au quotidien. Ils se rencontraient, ils se voyaient, ils prenaient des cafés et déjeunaient ensemble, ou dînaient ensemble, buvaient ensemble et passaient des nuits folles ensemble. Donc tous ces peintres en fait ont été collectionnés par Jonas Netter. Ce que j'ai voulu en fait pour le centenaire de Modigliani, c'est en quelque sorte compléter les sujets qui concernaient Modigliani et qui en fait n'avaient pas été traités jusqu'à présent. Il y a d'abord eu l'exposition à Livourne en Italie, qui est la ville natale de Modigliani. C'était très intéressant de faire un sujet sur Livourne et sur Modigliani parce que Livourne en fait était un peu maudite depuis l'histoire des sculptures qui avaient été retrouvées dans le canal et qui avaient fait un scandale puisque c'était un canular qui avait été fait par des étudiants. Donc c'était la première fois en fait que une exposition Modigliani avec des chefs-d'œuvre se produisait à Livourne. Donc c'était important, c'était émotionnel, c'était surtout une espèce d'hommage à toute une partie de la vie de Modigliani qui est encore inconnue, qui est sa jeunesse et son éducation, tout ce qui est en lien avec le judaïsme. La deuxième étape de ce centenaire, c'est évidemment Mexico. Et Mexico, moi, m'intéressait énormément pour une raison simple, c'est le lien avec Diego Rivera. Un peintre énorme, très important, pour lequel j'ai, en ce qui me concerne, énormément d'admiration, de respect, depuis toujours. Je considère que Diego est l'un des plus importants peintres de l'histoire du XXe siècle. Et Modigliani, en fait, a vécu avec Diego pendant au moins 6 mois dans un même atelier. Et ce lien, à mon sens, et tout ce que les équipes du Musée national
du Palazzo Nacional ont justement découvert et qui m'a moi absolument passionné en tant que spécialiste de Modigliani, c'est de me rendre compte à quel point en fait Modigliani a eu un rôle énorme sur le développement artistique du Mexique par ce lien avec Diego Rivera. Donc pour moi, c'était un point extrêmement important à développer. La dernière étape de ce centenaire sera l'exposition à Vienne, à l'Albertina, où nous allons traiter d'un sujet très précis, très pointu, mais moi qui me tient énormément à cœur, qui est tous les liens entre Modigliani et le primitivisme, essentiellement dans la relation à Picasso. Parce que Picasso et Modigliani sont, à mon sens, également avec Matisse et un peu Derain, mais Modigliani et Picasso sont, à mon sens, les deux inventeurs de ce qu'a été le primitivisme tel qu'il a été, je dirais, dans sa forme la plus aboutie, pensé artistiquement au début du XXe siècle. Il y a eu cette exposition extraordinaire qu'avait faite le MoMA sur le primitivisme, et en fait Modigliani était un peu le parent pauvre, il n'a pas été extrêmement montré, et je voudrais que cette exposition à l'Albertina replace vraiment Modigliani au cœur de l'avant-garde du début du XXe siècle, avec ce mouvement extrêmement important qu'on a appelé le primitivisme, c'est-à-dire le retour à la nature, le retour à la figure anonyme féminine, à travers alors c'était les Demoiselles d'Avignon pour Picasso et ça a été les Cariatides pour Modigliani, mais vraiment pour moi c'est le cœur de l'avant-garde du XXe siècle. Donc ces trois expositions sont extrêmement importantes. L'exposition de Mexique est évidemment essentielle parce qu'elle traite d'un sujet tout à fait nouveau, tout à fait unique, jamais traité, qui est le lien entre Modigliani et le Mexique, et en fait donc le continent américain, quelque part le rapport Modigliani traverse l'Atlantique en fait quand il se lie d'amitié avec Diego Rivera, et ça c'est essentiel. Paris, en fait, dès la période impressionniste, devient l'un des grands centres du marché de l'art à la fin du 19e siècle. Les impressionnistes ont créé en fait une nouvelle forme de marché de l'art, puisque la culture des salons a disparu à partir du moment où les impressionnistes sont arrivés. Ils ont rompu avec cette logique pour en fait s'orienter vers un marché beaucoup plus financier, privé, avec des marchands. Et c'est là qu'on a vu l'essor des grandes galeries de la fin du 19e avec Durand-Ruel, Vollard, qui se sont mis en place. Donc c'est de ce marché, de cette nouvelle forme de marché qu'hérite en fait la période du début du XXe siècle, qui va se modifier en fait de façon sociologique et de façon structurelle. C'est-à-dire que nous allons passer d'un marché essentiellement bourgeois, constitué par des artistes qui sont issus d'un mouvement de milieux favorisés, vers un monde un peu moins bourgeois, un peu plus populaire, où on va passer finalement à des gens qui ne sont pas forcément d'extraction bourgeoise, qui ne viennent pas de milieux favorisés, mais qui vont se lancer dans l'art. Et ça va donner cette espèce de logique de bohème. La galerie va un peu tendre à disparaître pour se transformer dans espèce de marché dit en chambre, où les artistes vont être vendus par des marchands, des intermédiaires comme Sborowski, qui vont faire leurs affaires dans leur appartement. Donc Sborowski par exemple est un marchand en chambre. Donc nous passons en fait d'un Paris avec des grandes galeries à une forme de marché beaucoup plus confidentielle, beaucoup plus sous le manteau, beaucoup moins officielle. Mais nous avons quand même des jeunes galeristes qui rêvent d'ouvrir des grandes galeries, et nous avons un exemple, c'est évidemment Paul Guillaume, qui est un marchand qui rêve de devenir un des grands marchands de la place parisienne, et qui rêve d'être comme Kahnweiler, qui rêve d'être comme Vollard, qui rêve d'être comme Durand-Ruel. Alors il va commencer par des artistes moins cotés, des artistes moins connus, il va ne pas immédiatement s'intéresser à des artistes de grande valeur, comme Picasso. Et donc c'est comme ça qu'il va se mettre à vendre des peintres comme Modigliani, comme Soutine, comme Derain, comme Vlaminck,
qui à l'époque sont moins connus et il rêve en fait, son objectif ultime, le nirvana, c'est de devenir Kahnweiler et d'avoir la possibilité de vendre des Picasso, ce qui évidemment est très compliqué parce que Picasso est un peintre très cher déjà et Paul Guillaume aura beaucoup de mal à arriver à vendre des Picasso mais il finira par y arriver. Mais Modigliani va constituer son fonds de commerce et il est soutenu à cette époque financièrement, ce qu'on appelle baqué en quelque sorte, par des collectionneurs qui eux aussi démarrent leur activité. Nous ne sommes pas avec des collectionneurs qui sont milliardaires, dans le cadre de Paul Guillaume et de Sborowski, nous sommes avec des bourgeois qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui vont essayer d'acheter des tableaux qu'ils aiment. Et c'est ainsi que va apparaître un cas très particulier qui est Jonas Netter. Jonas Netter n'est pas milliardaire quand il commence sa collection. Jonas Netter n'est pas quelqu'un de riche. Ces tableaux, il les achète 5 francs. Et en fait, il va financer Sborowski, il va financer Paul Guillaume. Et les invendus, les tableaux qui ne seront pas vendus, eh ben Netter les gardera pour lui. Ce qui fait que Netter va en fait soutenir tout ce marché. Il adore Utrillo, il adore Modigliani, il adore Valadon. Et il va les acheter de façon compulsive, il va en acheter énormément, beaucoup. Et il va se constituer l'une des plus importantes collections de ces peintres à cette époque. Il faut savoir que dans les années 30, la collection Netter était constituée de quasiment 55 tableaux de Modigliani, quasiment 200 soutines, 400 Utrillo. C'est absolument énorme. Depuis, bon, évidemment, la collection a subi des successions. Jonas Netter lui-même a vendu des œuvres, ce qui fait qu'il a nettement moins d'œuvres dans la suite de la collection, mais néanmoins, ça reste l'une des plus importantes collections de tous ces artistes à cette époque. Alors effectivement, pendant la période où Modigliani était à Paris, la période était particulièrement troublée. D'abord par la guerre de 14, qui était une guerre qui fut d'une violence extrême et qui avait une caractéristique. Assez rapidement, Paris était devenu une cible et un objectif pour les Allemands. Ils avaient donc pour ce faire créé un canon qui s'appelait la Grosse Bertha et réussissaient à bombarder Paris. Donc à partir de 1917-18, Paris commence à devenir une cible des obus de la Grosse Bertha et va faire beaucoup de dégâts. Alors là, comment était le climat dans Paris à cette époque? C'est très compliqué à dire parce qu'en fait, Paris était devenu une ville qui était constituée principalement de femmes. Et les hommes étaient tous partis à la guerre, ils étaient au front. Alors il faut imaginer un peu ce que devait être le contexte à cette époque, parce que Modigliani était un homme, il était italien, donc en plus il n'était pas dans le bon camp, puisque les Italiens étaient l'ennemi. Il y avait eu des hésitations dans les différentes alliances entre les pays à cette époque, puisqu'on ne savait pas exactement quelle allait être la position de l'Italie pendant longtemps, mais finalement l'Italie s'est ralliée à l'une des alliances. Donc Modigliani était vraiment dans une position très particulière à Paris. Il était seul en tant qu'homme, les hommes étaient à la guerre, il y avait beaucoup de femmes. Son art ne rend pas vraiment compte de cette situation, il est assez hors du temps, assez hors du monde. Il est extrêmement difficile de savoir exactement ce qu'a pu ressentir sur ce point de vue-là Modigliani. Modigliani est un peintre qui s'intéresse à l'être humain et en fait il fait totalement abstraction du monde extérieur. Ce qui m'a valu d'ailleurs l'occasion de me demander, même si ça ne me relevait pas d'un comportement qui était quasi anormal, parce que montrer aussi peu le contexte à une époque qui était aussi compliquée peut se poser la question de savoir s'il n'est pas un petit peu névrotique. Et alors on a sur la vie de Modigliani et sur le monde autour de Modigliani, les œuvres de Jeannet Buterne s'accompagnent qui permettent de mieux comprendre quand même dans quel contexte il vivait. Il faut quand même savoir que tous ses amis sont partis. Le docteur Paul Alexandre, qui était son mécène, est parti à la guerre à partir de 1914. Donc Modigliani n'avait plus personne pour le soutenir. Il est rentré dans une période économique extrêmement compliquée pour lui.
D'ailleurs, ça se voit dans son art, puisque à partir de cette époque, il cesse de peindre sur des toiles, commence à peindre sur ce qu'on appelle des supports pauvres, comme les cartons, les papiers. Le papier est assez difficile à trouver, il y a des problèmes d'approvisionnement. Donc le papier qu'utilise Modigliani, notamment pour ses dessins, est un papier, quand aujourd'hui nous recevons des dessins de Modigliani, c'est d'ailleurs un critère qui permet de voir l'authenticité d'une œuvre, c'est-à-dire c'est des papiers d'extrêmement mauvaise qualité, qui s'effritent, qui tombent parfois en poussière, et nécessitent parfois des restaurations pour ne pas être complètement détruits. Donc l'incidence de tout ça sur l'époque, sur l'œuvre et sur la vie de Modigliani est énorme, et sur la vie de tous ces autres peintres aussi. Beaucoup quittent la capitale. Modigliani lui-même va quitter la capitale, surtout à cause de la fièvre espagnole, qui va tuer énormément de monde, et pour laquelle en fait Modigliani est extrêmement inquiet. Et d'ailleurs, Paul Guillaume et Zborowski sont également très inquiets. Ils vont le faire quitter Paris pour éviter qu'il tombe malade, parce que Modigliani ayant eu une tuberculose, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, et il est clair que s'il avait attrapé la fièvre espagnole, la grippe espagnole, il en serait immédiatement mort. Donc c'est à ce moment-là que vous avez des migrations d'artistes qui se font vers le sud de la France, le Midi, ce qu'on appelle le Midi, Sanary, Cagnes. Donc Modigliani, lui, sera à Cagnes. Soutine y est également. Il est envoyé à Céret, puis à Cagnes dans une deuxième partie. Et ces artistes qui se connaissaient sur Paris, souvent se retrouvent dans le sud de la France et vont reformer des espèces de cercles. Sauvage y est. Et Zborowski vient. Tout ce groupe, cet ensemble, vont se retrouver dans le sud de la France. Les influences, évidemment, de la lumière, de la couleur, vont être extrêmement importantes dans l'œuvre de Modigliani. Toute la période dite de Nice du Sud, qui commence donc à peu près vers le printemps, l'été 1918, et qui vont durer jusqu'à son retour à Paris, à peu près à la même époque, un an plus tard, en 1919. Sont des tableaux qui sont extrêmement marqués, on les reconnaît, il y en a beaucoup dans l'exposition d'ailleurs. La petite fille en bleu, qui est un des chefs-d'œuvre de Modigliani, a été peint pendant cette période, pendant que Modigliani était dans le Midi. On voit la palette de Modigliani s'éclaircir, on voit la palette de Modigliani devenir beaucoup plus brillante, beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse, les couleurs se modifient, se changent, et les sujets, il s'intéresse par exemple beaucoup aux enfants. Il va peindre énormément de sujets représentant des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Donc l'influence de la guerre, l'influence de la grippe espagnole est évidemment énorme sur un peintre comme Modigliani. Alors nous sommes ici au cœur de Montparnasse, dans l'un des lieux mythiques que fréquenta Modigliani, qui s'appelle la Rotonde. D'ailleurs, les hommages à Modigliani ne manquent pas, puisque nous sommes entourés de reproductions des œuvres de Modigliani, qui montrent à quel point Modigliani était présent dans ce quartier, dans ce café, et dans ce monde. Comment comprendre en fait comment fonctionnaient ces deux quartiers? Montparnasse d'abord est au cœur de Paris. C'est là que se trouvaient justement tous ces cafés dans lesquels se réunissaient. C'était vraiment l'un des cœurs historiques de Paris. On est vraiment au cœur de Paris. Et c'était un quartier vivant, c'était un quartier animé. Vous aviez autour de ce quartier des zones qui attiraient les artistes, qui étaient les académies. Vous aviez les académies de la Grande Chaumière, l'académie Collard-Rosson. Vous aviez tous ces lieux où les artistes apprenaient. Ceux qui ne pouvaient pas rentrer aux Beaux-Arts, qui n'est pas très loin d'ailleurs, c'est près de la Seine, mais c'est à 300 mètres d'ici, se retrouvaient dans ces académies pour apprendre comment on dessinait le nu, comment on apprenait à dessiner les modèles. Ces académies sont vraiment le cœur de ce Paris artistique de ce début. C'est la différence avec Montmartre. Montmartre, en fait, était en dehors de Paris. C'était un village, c'était une espèce de banlieue extrêmement typique, extrêmement hors du temps, avec une vie de village où il y avait des vignes. Vous avez encore aujourd'hui, d'ailleurs, à Montmartre, un vignoble. Vous aviez une vie artistique, mais qui était plus éloignée de Paris. Alors c'est Utrillo et Valadon, les premiers qui ont vécu évidemment à Montmartre. Ils étaient dans la foulée de Renoir. Renoir aussi a eu son atelier à Montmartre.
Donc il y avait une espèce de tradition montmartroise. C'est vrai que les paysages n'étaient pas loin. On pouvait facilement se retrouver en race campagne au bout de 10 minutes de marche quand on était à Montmartre. Donc ça avait un aspect intéressant. Et puis vous ont créé des ateliers comme le bateau Lavoir où les gens avaient des pièces pas chères pour pouvoir s'installer. Et ce modèle en fait s'est reproduit à Montparnasse avec des ateliers comme la cité Falguière qui ne sont pas très éloignés, comme la Grande Chaumière également, où vous avez beaucoup d'ateliers d'artistes. Gauguin a habité à la Grande Chaumière, dans le même immeuble que Modigliani. Donc si vous voulez, tout ce monde était présent. Et puis les cafés, donc quand on sortait de l'académie et avant de rentrer chez soi, eh ben on se retrouvait tous en copains, à boire des coups, comme on dit, c'est-à-dire prendre un petit ballon de rouge, un verre de vin rouge avec les autres, avec Picasso. Vous aviez Rosalie qui donnait à manger aux artistes gratuitement. Elle est à 200 mètres d'ici, Rosalie. C'est dans une petite impasse derrière la gare Montparnasse, qui aujourd'hui est la gare Montparnasse. Et tout ça, en fait, faisait une espèce de microcosme économique, artistique, où ces artistes avaient leur place et où prenaient leur marque et vivaient. S'il s'agit de parler plus précisément de Modigliani, nous avons effectivement affaire à un peintre qui en quelque sorte était piégé par sa propre légende et un peu son drame, c'est-à-dire que la mort de Modigliani, très prématurée, la mort de sa compagne, Jeanne Buterne, quelques jours après, dans des situations dramatiques, a malheureusement enfermé Modigliani dans une espèce d'image qui n'est pas forcément celle qui était la sienne et qui a transformé Modigliani, qui était un peintre d'avant-garde, qui était intéressé par exactement les mêmes sujets qui intéressaient les peintres surréalistes, qui ont intéressé les peintres surréalistes après lui, c'est-à-dire le rapport au primitivisme, la figure mythologique de la cariatide, tous ces rapports qui ont fait que Modigliani en fait était intéressé par quelque chose qui était une vision extrêmement intellectuelle. Il faut se rappeler que l'un des livres essentiels qui a influencé et qui a passionné Modigliani, c'est Les Chants de Maldoror de Lautréamont, qui est un ouvrage qui va ensuite être désespérément cherché par les surréalistes qui voulaient absolument avoir ce livre comme modèle de référence. Nous avons Modigliani qui, quand il est sans ce livre, s'en plaint à son mécène, Paul Alexandre, qui lui dit qu'il n'arrive pas à créer s'il n'a pas ce livre de chevet avec lui. Rappelons-nous aussi qu'il va quasiment vivre avec Anna Akhmatova, avec qui il a une relation amoureuse et passionnée, qui va tomber amoureux également de Beatrice Hastings, une poétesse qui était très très axée sur tout ce qui était féminisme et cause de la femme. Donc Modigliani est un personnage extrêmement moderne. Très humaniste, très féministe, très intellectuel. Faut se rendre compte que nous sommes en 1915, à une époque où les artistes, le monde artistique n'est pas du tout un monde féministe. Au contraire, la femme n'existe pas, elle a quasiment pas le droit de créer. Et il va s'entourer de Béatrice Hastings, il va s'entourer de Jeanne Buterne, il va s'entourer d'artistes, de poétesses, il va s'entourer essentiellement de femmes qui sont des artistes et qui ont une volonté de se libérer d'un monde artistique qui est extrêmement masculin, extrêmement macho, extrêmement sous une emprise encore tenue par ce qu'on appelait l'académie à cette époque. Alors oui, Modigliani va cacher ça par une espèce de beauté apparente, parce que Modigliani est intéressé aussi beaucoup par tout ce qui est kabbalistique, tout ce qui est symbolique, tout ce qui est ésotérique. Et en fait, son objectif à Modigliani, son intention, c'est de faire en sorte que son avant-garde ne soit pas apparente, qu'elle ne donne pas l'impression aux gens qu'ils puissent comprendre facilement. Pour comprendre et pour atteindre ce que veut dire Modigliani, il faut avoir une connaissance, il faut avoir une compétence, il faut avoir un œil, il
faut avoir une culture, il faut avoir une érudition même parfois. Et Modigliani considère que seuls ceux qui ont cette capacité sont dignes de comprendre son art. Donc on est vraiment à l'opposé, le contraire de tout ce que Modigliani en fait laisse penser quand on voit son œuvre. Quand on voit son œuvre, on se dit oh c'est joli, c'est beau, c'est simplement un joli tableau. Ben non, ça n'est pas un joli tableau, c'est souvent des œuvres qui ont des références, qui renvoient à des éléments référentiels qui sont parfois très complexes, qui se relèvent de la religion, qui relèvent de la littérature, d'une connaissance philosophique et de rapports souvent à une métaphysique qui n'est pas accessible au premier vue. Voilà l'art de Modigliani. Alors Soutine, évidemment, est un personnage complexe, difficile, qui a une très mauvaise réputation. La difficulté de savoir si en fait Soutine était vraiment quelqu'un de compliqué ou si c'était simplement un personnage un peu sensible, pas très beau. N'oublions pas aussi que nous sommes à Paris au début du XXe siècle, que l'antisémitisme est notoirement une des caractéristiques du monde social en France, et que Soutine a une caractéristique terrible, c'est qu'il porte sa judéité sur son visage, et que de ce fait, il y a une espèce de détestation qui va se faire autour de Soutine, qui est totalement injustifiée, mais qui relève plus en fait de l'antisémitisme et du climat antisémite qui régnait à Paris à cette époque, que réellement de la difficulté du personnage. Soutine malheureusement agrège sur lui tous les ressentiments d'une époque, tous les préjugés qui existaient du fait d'un climat social qui était dans la suite de ce qu'avait été la France au moment de l'affaire Dreyfus, et qui malheureusement aboutira à toute la période de la collaboration qui sera terrible en France. Donc Soutine, je ne sais pas, beaucoup de gens disent au contraire qu'il était extrêmement sympathique, attirant, fantastique. D'autres effectivement disent qu'il puait, qu'il était mal habillé, qu'il ressemblait à un clochard. Que dire? Quand on voit certaines photos de Soutine, notamment ce portrait que j'ai derrière moi, dont l'original va être dans l'exposition, est-ce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un gueux mal habillé? Je n'ai pas le sentiment. Nous avons des photographies de Soutine où il est en canne, en pommeau. Soutine a très bien gagné sa vie très très vite, parce que n'oublions jamais que Soutine a été vendu, Barnes a adoré Soutine, et il a acheté quasiment plus de 50 Soutines à Paul Guillaume et à Zborowski. Donc Soutine a fait fortune très vite. De son vivant, il a connu la gloire. Donc, que dire de toutes ces histoires? Je n'en sais rien. Je ne pense pas que Soutine était le personnage qu'on décrit souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acrimonie antisémite dans le rapport qu'a eu le monde artistique à cette époque vis-à-vis de Soutine. N'oublions pas que l'antisémitisme n'était pas propre à la France. Borowski était polonais, sa femme détestait Soutine parce qu'elle était polonaise, et qu'il y avait énormément d'antisémitisme en Pologne à cette époque. Donc c'est très difficile de juger, je pense, le rapport à Soutine, parce que Soutine est un peintre génial. C'est probablement, à mon sens, l'un des plus grands peintres de l'histoire du XXe siècle. Alors c'est un peintre qui fait une peinture difficile, c'est un peintre qui fait une peinture de souffrance, c'est un peintre qui fait une peinture dont les perspectives renversées sont extrêmement troublantes sur le plan esthétique. On n'a pas forcément envie de se dire tiens, on va mettre un Soutine dans son salon. Ça n'est pas une peinture apaisante ni une peinture apaisée, ce qui ne signifie pas que ce n'est pas un maître majeur de la peinture du XXe siècle. Et d'ailleurs, Modigliani ne s'est pas trompé, parce que Modigliani avait Soutine en très très haute estime. Et d'ailleurs, ce portrait, dont l'original va être à l'exposition, montre à quel point Modigliani avait un infini respect, parce que vous avez cette position de la main droite qui rappelle que en fait Modigliani avait un respect vis-à-vis de la sensibilité, de la religiosité, de la représentation de ce que Soutine était, puisque ça, c'est la bénédiction des Cohen. Les Cohen, c'est l'une
les grandes familles qui avaient le droit d'entrer au temple dans l'histoire de Jérusalem. Et donc ce sont les sages, ce sont les gens qui ont l'érudition. Donc le rapport qu'a Modigliani vis-à-vis de Soutine est un rapport de respect et dans lequel en fait il explique à travers ce portrait une seule chose: Soutine est bien au-dessus de nous tous parce qu'il est l'émanation de quelque chose de supérieur. Voilà. Et donc le respect de Modigliani vis-à-vis de Soutine est énorme. Utrillo, c'est autre chose. Utrillo, en fait, est un peintre de paysage. C'est un peintre extrêmement intéressant parce que il est clair que Utrillo est un peintre qui souffrait de névroses graves. L'alcool, évidemment, était l'une de ses conséquences les plus lourdes. Utrillo était un alcoolique. C'était un personnage qui était destructeur de lui-même, c'est un personnage qui s'autodétruisait, mais en fait Utrillo avait une vision de la ville quasi architecturale, extraordinairement structurée. C'est-à-dire qu'en fait tout le désordre qui existe dans la tête d'Utrillo, dès l'instant où vous êtes dans ses peintures, se transforme en un monde structuré, perspectiviste, avec une construction quasi mathématique qui est hors du commun. Les architectes sont toujours extraordinairement admiratifs du travail d'Utrillo parce que c'est une vision de la ville, c'est une vision du monde qui en fait est quasiment déshumanisée. Il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain dans le monde d'Utrillo. Il n'y a que la ville, les vues, les perspectives, les rues. Et Montmartre, évidemment, est un terrain pour Utrillo qui est extrêmement important puisqu'il va en faire son principal sujet. Le monde d'Utrillo, c'est Montmartre. Et c'est ce Montmartre qui était le Montmartre qui existait à l'époque des impressionnistes. C'est le Montmartre qui existait à l'époque, à la fin du 19e siècle et qui fascinait la génération antérieure des artistes. La position des femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, est très marginale. La femme, en fait, les arts, selon l'Académie, se définissent sous différentes catégories, principalement. Donc, ce qui est sculpture et ce qui est peinture relève de ce qu'on appelle des arts majeurs. Les arts majeurs dans l'Académie sont interdits aux femmes. Ce ne sont que les hommes qui ne peuvent pratiquer les arts majeurs. Donc évidemment, le rôle des femmes là-dedans est très marginal, voire interdit. Elles n'ont pas le droit d'assister à des cours, elles n'ont pas le droit de suivre l'enseignement. Et si on se rappelle le destin tragique de Camille Claudel, dans L'ombre de Rodin, on se rend compte à quel point le rôle des femmes est extrêmement marginal. Alors on voit apparaître dans le monde impressionniste des femmes à partir de la fin du 19e siècle, qui vont être Berthe Morisot, Marie Cassatt aux États-Unis, qui vont être issues de milieux bourgeois et qui vont en quelque sorte se positionner et s'imposer dans le monde de la culture et dans le monde de l'art sur une base d'un art de grande qualité, mais qu'on qualifiera de féminin. C'est-à-dire que jamais elles ne franchiront l'étape, le stade, de transformer en quelque sorte leur volonté d'autonomie artistique en une capacité de se distinguer sur le plan esthétique et sur le plan iconographique de ce que font les hommes. Donc vous voyez un tableau de Berthe Morisot, on sait que c'est un tableau fait par une femme. La caractéristique essentielle que va avoir une femme comme Suzanne Valadon, cette espèce de modernité. D'abord, par ses choix de vie. C'est une femme qui a toujours fait ce qu'elle a envie de faire. La liberté de Suzanne Valadon est extraordinaire. Cette femme, quand elle a 15 ans, n'a aucun problème à coucher avec Maurice Denis ou avec Renoir, qui sont des papis. Ils ont 90 ans. Mais parce que elle est libre de le faire. Et quand elle aura 70 ans, elle couchera avec des jeunes garçons, même pas majeurs, parce que ça lui fait plaisir. Elle vit comme elle a envie de faire. Et elle fera une peinture qui ne permette en aucun cas de dire
si c'était une peinture faite par un homme ou par une femme. En ce sens, Suzanne Valadon est la première artiste moderne de tous les temps. C'est une femme qui se fiche complètement de ce qu'on pense, qui se fiche complètement de ce qu'on dit. Et en fait, c'est parce qu'elle n'est pas issue d'un mouvement, d'un milieu bourgeois. Elle n'est pas bourgeoise, elle est populaire. Et en gros, elle s'assoit, elle piétine tous les critères sociaux de ce que la vie bourgeoise imposée à cette époque, à la fin du 19e et au début du 20e. Donc Suzanne Valadon, pour moi, m'intéresse extraordinaire. C'est probablement l'artiste la plus moderne de tous les temps. Et je pense même qu'encore aujourd'hui, elle a une vraie modernité que beaucoup de femmes artistes n'arrivent pas à avoir. Elle a fait absolument ce qu'elle a voulu tout au long de sa vie. C'est une femme libre. Alors sur l'autre femme qui a, je dirais, traversé la vie de Modigliani, évidemment, comme artiste, il y a Jeanne Hébuterne. C'est très difficile de parler de Jeanne parce que Jeanne, en fait, est une artiste énorme, immense, avec un talent fou, mais elle a été tellement emportée jeune. Tellement vite qu'on ne peut pas dire le développement qu'elle aurait pu avoir ensuite. Elle a fait le choix dramatique de mourir quelques jours après Modigliani, et en faisant ça, elle a interrompu sa propre longévité artistique. Les tableaux que nous avons de Jeanne Hébuterne sont d'une modernité superbe, et ils sont extraordinairement intéressants, ils sont fins. Alors c'est une œuvre du début, c'est une œuvre du commencement, mais évidemment on ne peut pas vraiment dire ce qu'elle serait devenue. Elle n'a pas eu de marché vraiment, Jeanne Hébuterne. Elle n'a pas eu de gens qui ont acheté ses œuvres. Netter est l'un de ceux rares qui a acheté quelques-unes de ses œuvres. L'une est dans l'exposition d'ailleurs. C'est une très belle œuvre, très symbolique, puisque ça représente Adam et Ève, chassés du paradis, et qui doit signifier certainement ce qu'elle-même a dû ressentir en aimant Modigliani. Parce que, évidemment, elle est issue d'une famille catholique, elle va tomber amoureuse d'un artiste dont la judéité était une évidence dans un climat antisémite à Paris. Elle est jeune, il a 20 ans de plus qu'elle. Tout ça sont des choses qui font qu'elle était leur relation était extrêmement complexe. En plus, elle a été mineure quand elle est partie avec Modigliani. Donc, en fait, il s'agit à l'époque d'un enlèvement, et c'est très très mal vu. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Modigliani est mort dans la pauvreté et dans l'absence de reconnaissance. En fait, Modigliani, quand il est mort, commençait à être vendu, commençait à être exposé, avait des expositions un peu partout, tout le monde connaissait Modigliani, donc Modigliani n'est pas mort dans la pauvreté, ce n'est pas Van Gogh. En fait, et c'est là qu'on touche en fait à la légende de Modigliani, au fait que cette mort a provoqué cette espèce d'idée que Modigliani est mort au milieu des bouteilles, ivrogne, alcoolique, drogué, tout ça n'est pas exact. Bon, Modigliani buvait, certes. Il buvait assez raisonnablement. Je suis en train justement de travailler sur tout le rapport de Modigliani à l'alcool et à la drogue. Et en fait, il buvait une bouteille de rouge à l'époque. C'est une bouteille... l'alcool, le vin était nettement moins alcoolisé qu'il l'est aujourd'hui. La drogue, ça a été un exemple très bref de tentative d'expérimentation qu'il a faite en 1914, 15, même 1912-1913 avec le docteur Paul Alexandre. Donc on ne peut pas dire que Modigliani n'était un drogué ni un alcoolique. Il est mort en fait de sa tuberculose qu'il a tué 20 ans plus tard. Donc toute cette légende justement est née de cette fin dramatique et surtout de la mort de Jeanne qui s'est suicidée quelques jours après et qui a en quelque sorte transformé, il a été piégé par sa propre image, Modigliani. D'une part, comme je disais tout à l'heure, un refus de montrer son avant-garde en tant que peintre, et en même temps cet épisode anecdotique de sa mort et de la mort de Jeanne, qui ont transformé son image pour en faire un artiste de la bohème, vivant n'importe comment. Je ne suis même pas sûr qu'il vivait n'importe comment quand il a eu sa première fille.
Il a commencé à se soucier, à avoir des préoccupations de père, c'est-à-dire comment la nourrir, avoir des revenus réguliers. Il s'était sacrément assagi. Donc Modigliani n'est pas vraiment le personnage qu'on pense qu'il était. Sur la valeur des œuvres, je pense que Modigliani, de plus en plus, on est en train de prendre conscience justement. Et j'espère un peu avoir contribué à cette reconnaissance. On commence à prendre conscience à quel point Modigliani était un peintre d'avant-garde. On se rend compte à quel point en fait il est unique dans l'histoire du XXe siècle et à quel point il est en relation, en opposition avec Picasso justement. Donc on est en train de se rendre compte à quel point Modigliani justement a un rôle majeur au début du XXe siècle en tant que peintre d'avant-garde. Avec Picasso, avec Matisse, avec Derain. Il est clair que la valeur de son art, forcément, ne va qu'augmenter. Alors évidemment, se pose après la question de la falsification que vous posez. C'est une question cruciale. Ça fait 25 ans, 30 ans aujourd'hui que je me bats pour essayer de départir le vrai du faux chez Modigliani. Des méthodes extrêmement poussées ont été mises en place aujourd'hui pour arriver à faire des analyses scientifiques, à répertorier l'ensemble des pigments, des techniques artistiques qu'a utilisé Modigliani et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui déterminer de façon à peu près garantie ce qu'est un vrai et ce qu'est un faux. Voilà. Donc ce travail est extrêmement compliqué, c'est un travail qui nécessite en fait sur chaque œuvre de faire dans notre laboratoire à Genève, aussi dans le centre de documentation que nous avons ici à Paris, un travail de fond pour trouver toutes les références bibliographiques, toutes les références, toutes les provenances, et en même temps voir la technique, quel pigment il utilisait, faire toutes les photos, les radios, même des datations au carbone 14 qui deviennent aujourd'hui de plus en plus pointues et permettent d'avoir une datation extrêmement précise. Donc c'est un travail énorme dont l'aboutissement est un catalogue raisonné, dont la sortie est imminente, peut-être pas au moment de l'exposition au Mexique malheureusement, mais un peu après. Je dirais que le travail et ma contribution à l'œuvre peinte de Modigliani pourra peut-être enfin être terminée après 25 ans de travail et de recherche. Et je pense que ce sera un bel aboutissement en même temps que toutes ces grandes expositions qui sont en train de se faire. Gobierno de México.